Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. La montagne de Thomas Salvador. Alors le titre annonce bien la couleur. Vous verrez que c'est la montagne, les Alpes, et que voilà, je souhaite pas spécialement vous décrire trop spécifiquement le film, vous laisser un petit peu la surprise de la découverte, parce que vous allez voir que c'est un film assez unique dans le cinéma français, que Thomas Salvador est un drôle d'oiseau, drôle de zig, on pourrait dire un type à part, vraiment un personnage à part entière, parce que il est non seulement cinéaste, réalisateur, mais aussi acteur. Et c'est lui-même qui joue dans la plupart, même dans tous ses films, c'est lui qui se met en scène comme l'acteur principal. C'est un cinéaste personnage, une espèce assez particulière qui remonte en droite ligne aux premiers acteurs du burlesque, en quelque sorte, à la Chaplin, à la Buster Keaton, etc., qui étaient à la fois devant et derrière la caméra. Thomas Salvador ne pratique pas spécifiquement non plus un cinéma comique, mais il y a cette familiarité, cette drôle de position que ça crée d'être devant et derrière la caméra, qui a un regard très particulier. On l'a découvert, Thomas Salvador, au début des années 2000, par une série de courts-métrages vraiment brillants, où il se mettait déjà en scène lui-même, souvent dans un personnage de Pierrot un peu lunaire, individu solitaire, comme ça, qui se lançait dans des exercices du corps, dans une espèce d'exultation du corps qui était vraiment sa marque de fabrique. Et puis, il faut préciser aussi que Thomas Salvador, il est venu au cinéma, mais il est aussi acrobate et alpiniste. Voilà, alpiniste, pour le coup, c'est une de ses passions. Il raconte souvent à longueur d'interview qu'il a beaucoup hésité dans sa jeunesse à devenir soit cinéaste, soit guide de haute montagne. Voilà, donc c'est un petit peu ces deux passions qui réunissent ici dans ce film-là. Et pour vous dire qu'il a aussi réalisé un premier long métrage en 2008 qui était Vincent n'a pas d'écailles, où il transformait un peu le cadre du film d'auteur français à travers l'imaginaire des super-héros. Il y avait une part comme ça de fantaisie, de merveilleux, d'une manière très bricolée et très artisanale, qui est aussi sa marque de fabrique. Ce sont des films assez simples, mais il arrivait à nous transporter dans un décor du sud de la France, dans cet imaginaire-là, en interrogeant toujours de quoi le corps de l'acteur est capable, de quoi ce corps qui est le mien est capable, qu'est-ce que je peux en faire, et qu'est-ce que le rapport à la caméra peut inventer dans les possibilités et les applications du corps. Et vous allez voir qu'ici, c'est un peu la même idée aussi, sauf qu'elle est appliquée à cet autre décor. Là, on était... Vincent n'a pas d'écailles était très affilié à l'élément de l'eau, et ici c'est un autre élément, c'est un autre décor, c'est les solitudes escarpées, la roche, etc., comme une fuite hors du monde contemporain, de notre modernité technique, qui est celle que nous partageons tous. Et on va voir ici un itinéraire tracé par le personnage. Encore une fois, je ne vous dis rien de ce qui va se passer, parce que je pense que la surprise du film est importante. Et puis voilà, je réitère, tous ceux qui le souhaitent, par la suite, on se retrouve pour en discuter. Voilà, je vous souhaite un bon film, et puis à tout à l'heure. Alors, au sujet de ce film, ce qu'on peut dire d'abord, pour essayer de rassembler comme ça quelques idées, de poser quelques repères, on peut dire que c'est tout simplement l'histoire d'un homme qui décroche, qui part dans les hauteurs, dans la fameuse montagne, on est dans le massif du Mont Blanc, et qui choisit de ne plus redescendre. Ça va être ça, l'idée qui lance le film, l'argument, c'est que il monte, et puis à un moment il y a un refus, il veut plus retourner à la normalité, au quotidien, à la vie de tous les jours. Il y a là quelque chose qui le requiert, qui l'appelle, et en effet c'est un appel qui est mis en scène au début du film quand il fait sa petite présentation de robot.
Histoire d'un appel et histoire aussi d'un cheminement, parce qu'il y a quand même quelque chose dans cette montagne vers quoi il va s'acheminer, vers quoi il va se diriger, étape par étape. Alors d'abord il s'équipe, puis voilà, il monte un petit peu, de plus en plus, et parce qu'il y a une question qui l'interpelle, cette affaire des effondrements, etc. Et voilà, une découverte qu'il va faire. C'est celle de ces petites créatures, sorte de chenilles de braise comme ça, qui sont les espèces d'esprit des lieux, l'esprit de la montagne en quelque sorte, on pourrait dire, cette créature fantastique. Hein. Là, on bascule, chose qui était assez inattendue de par la première heure du film, on bascule dans le domaine. Alors, je dis du fantastique, mais c'est plutôt du merveilleux. Voilà, on est dans le domaine du merveilleux. Il y a une forme aussi d'émerveillement primitif que le film essaye de susciter chez le spectateur, c'est-à-dire de jouer comme ça un émerveillement, un enchantement avec très peu de moyens, avec une forme de simplicité, de modestie aussi, qui par des chemins très simples, très clairs, une espèce de grande clarté comme ça, limpide, nous amène à une forme d'émerveillement devant à la fois une créature inédite, parce que je crois qu'on n'a jamais vraiment vu ça au cinéma, et d'ailleurs en elle-même assez difficile à décrire, à définir. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est de la braise, du charbon? Est-ce que c'est animal? C'est une drôle de chose. Une créature brasillante, ça ressemble à une chenille. Et puis, c'est pas la dernière étape, il y en aura d'autres. L'horizon d'une fusion avec les éléments, d'une fusion avec le glacier, avec la montagne en elle-même, où le corps du personnage est aspiré et se confond avec la roche. Il est presque dilué dans les éléments. Donc cet horizon-là où il devient une sorte d'entité moléculaire. C'est retranscrit avec des jeux de lumière. C'est presque même un corps lumineux qu'il devient. Et la question de la lumière est aussi importante dans le film, puisqu'il en ressort avec une espèce de phosphorescence au bras, du contact avec ces créatures. Il en tire un bras phosphorescent, qui n'est pas un pouvoir en particulier, mais une luminescence. Il y a quelque chose de plus en lui, une lueur comme ça, à laquelle il s'attache. Donc ça, c'est un petit peu le parcours du film. On pourra l'interpréter de bien des façons, mais ce n'est pas tout, parce qu'à cet horizon ce parcours personnel s'ajoute une rencontre qui est celle avec le personnage de la chef jouée par Louise Bourgoin. Il y a quand même aussi une pente, une piste romantique, une romance dans le film, hein, la rencontre entre un homme et une femme. Alors encore une fois, c'est très élémentaire. Il n'y a pas beaucoup de surplus là-dedans, hein. C'est vraiment des choses très simples. Il joue avec des motifs très épurés. Mais voilà un petit peu, je dirais, le parcours, le cheminement que le film fait, les questions qui nous sont posées petit à petit se déploient un petit peu dans ce champ-là. Si on revient au tout début du film, ça me semble très intéressant de voir déjà comment ça commence. Les débuts de film sont toujours très riches d'enseignements, mais on a affaire avec le personnage que joue Thomas Salvador. Déjà, on peut remarquer qu'il s'appelle Pierre. Bon, alors le nom est tellement évident sémantiquement, symboliquement, que voilà, je pense que ça sert à rien de développer là-dessus. Voilà, Pierre, c'est la roche, quoi. C'est le prénom nous dit déjà à quel point l'horizon d'une fusion avec les éléments est déjà contenu dans le personnage en lui-même. Donc ça, c'est assez marrant. Au début du film, on le découvre dans un espace qu'on devine être chez lui, qui est une cuisine design, une cuisine moderne, tout équipée. Il se fait un café avec une machine, etc.
Et ensuite, il prend le TGV pour aller à Chamonix. On le devine, je sais pas, une sorte d'ingénieur robotique. Ingénieur en robotique, ou alors, je sais pas, un commercial qui vend les produits d'une entreprise, on ne sait pas exactement, mais bon, on l'imagine plutôt ingénieur, qui fait la démonstration d'un bras articulé, quoi, un robot comme ça, qui devant une assemblée qu'on devine là aussi être des investisseurs. Voilà, alors on est vraiment dans l'univers start-up, etc. Mais un petit peu, voilà, tout ce début nous place le personnage dans un univers d'artifice, de modernité, d'artifice, de fabrication humaine, enfin voilà, de technologie dernier cri. Et même le tout premier plan dans sa cuisine, c'est déjà ça. Hein, il est dans un monde entièrement fabriqué, manufacturé, enfin... voilà, tout un univers d'artifice humain. Et je vois qu'une main se lève, si on peut passer le micro. Ah, le café qui est jaune. C'est le... Pardon. Ouais, oui. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Dans la cuisine, donc complètement moderne, il y a cette tasse de café jaune. Ouais. Et moi, je me suis demandé à quoi elle servait dès le début. Ouais. Je ne sais pas du tout. C'est assez mystérieux. En tout cas, pour moi, c'est une des grandes forces, une des grandes qualités du film. Ça va être la progression, où il va nous amener d'un univers totalement banal, une démonstration commerciale de bras robotisés, jusqu'à l'impossible, le merveilleux, quoi, des créatures inédites, la luminosité, la fusion. Il va nous amener étape par étape, il y a une espèce de progression, et il y a plein de signes qui jalonnent ce parcours. Et le premier, ce serait peut-être, tout bêtement, cette tasse mal posée, elle est un peu sur la brèche comme ça, il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est presque une sorte de déraillement dès le début. Puis après à Chamonix, il va alors après la journée de travail, après le pot avec les collègues, il voit une biche, quoi. Il y a une biche dans les rues de Chamonix. C'est un animal déjà qui est aussi annonciateur. Il y a plein de signes annonciateurs comme ça qui augurent de quelque chose, qui comme le petit poussé, voilà, mettent autant de promesses comme ça sur la route, promesses de quelque chose à venir dont on ne sait pas exactement ce qu'il sera, mais plein d'augures, des augures mystérieux, étranges, qui lui signalent qu'il faut aller par là. Voilà, Oui, au départ, quand il fait sa conférence, il y a aussi un arrêt où il voit les sommets et là, il est comme attiré, il y a un genre d'attraction sur lui. Et il y a plein de signes sur la nature qui l'environnent, les tableaux, la biche. En fait, on sent son désir de quitter ce quotidien qui lui plaît plus, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, c'est intéressant cette démonstration. Hein. La scène, il y a une rupture comme ça dans son discours où il est totalement dans son programme, son dossier, tout est voilà, calculé. Il sait exactement quoi dire. Il a même programmé son robot. Autant dire qu'on est quand même dans un monde où on est sous la loi des logiciels, quoi. Tout est déjà programmé et même les êtres sont déjà programmés. Et puis là, bam, il y a une interruption. En effet, où c'est un simple raccord-regard. Encore une fois, la grammaire du film est d'une simplicité élémentaire. C'est ça qui est beau aussi, il y a une forme de pureté comme ça dans la narration. Et ce sont les cimes. Voilà, il aperçoit les cimes du Mont Blanc ou de que sais-je. Je suis pas très fort en montagne, hein, donc voilà, il faudra m'aider pour ceux qui sont férus d'alpinisme. Mais voilà, c'est un insert, on appelle ça un insert, c'est-à-dire un plan assez bref comme ça qui vient secouer un peu, qui s'incruste dans la narration courante. Et voilà, c'est la montagne. Et là, on a l'appel. C'est une forme d'appel, en effet. Les hauteurs l'attirent. Il y a une attraction qui va se manifester après chez le personnage qui est comme empêché de rentrer. Mais voilà, il y a quelque chose qui le bloque. Il y a aussi une scène intéressante, enfin une de ses étapes, c'est quand il est dans le train, il est prêt à retourner à Paris, mais non. Il va ressortir du train parce que
Ouais, c'est plus fort que lui. C'est une espèce de force, voilà, qui l'attire, un magnétisme, une attraction comme ça, qui fait que ce n'est pas complètement dépendant de lui-même. Quelque chose qui lui échappe là-dedans, un destin, voilà, qui l'attire. Ça, c'est intéressant. Et puis, à partir de là, le film va nous montrer, quand même, de manière, je dis pas documentaire, parce qu'on est dans le cadre de la fiction, mais comme on le disait au début, comme il s'agit d'un cinéaste personnage, un cinéaste acteur qui est à lui-même son propre personnage, voilà, et qui intervient à la fois derrière et devant la caméra. Donc c'est lui qui prend en charge l'action, mais il prend en charge littéralement l'action. C'est-à-dire que cette montée, cette ascension, il va la faire. Et on y croit parce qu'il l'a fait réellement. Et quand on va filmer dans les hauteurs qu'atteint le film, ces lieux comme ça, on est quand même au-dessus des nuages à certains moments, on va très haut. C'est pas une grosse équipe qui peut faire ça, c'est une petite équipe. Il faut plusieurs heures pour atteindre le point de tournage, plusieurs heures pour redescendre. Donc il faut être entraîné, connaître. Et on peut dire que le personnage de Pierre, joué par Thomas Salvador, endosse tout ça, il le fait sous nos yeux, il prend en charge l'action. Et le plan est une forme d'épreuve, c'est un espace à traverser. Il faut chausser des crampons, il faut marcher, grimper, s'équiper, etc. Et il y a toutes les scènes préliminaires, si je puis dire, où il va tout simplement s'équiper. On lui montre qu'il va au magasin acheter. Bah oui, parce que pour aller dans la montagne, il faut de l'équipement, donc il faut des cordelettes, des mousquetons, des piolets, des crampons, une tente, etc. On n'y va pas comme ça. Et il y a évidemment toutes ces étapes. Mais ce qui est vraiment important et ce qui me semble être, je dirais, le côté spectaculaire, entre guillemets, on n'est pas dans le spectaculaire hollywoodien avec des énormes effets spéciaux numériques, etc., mais une autre forme de spectaculaire qui serait de dire qu'est-ce que c'est qu'un héros ? C'est celui qui fait. Un film est une façon de lancer une proposition. On dit, c'est la montagne, il faut grimper, il faut atteindre le sommet, il faut... Voilà, et le personnage va le faire. Et ce qu'il fait, eh bien, on le suit, est réel, quoi. Hein, et c'est quelque chose dont on voit bien que Thomas Salvador ne le feint pas. C'est pas un acteur comme ça qui a des techniques de trucage, des techniques de jeu qui reposent sur l'artifice. Au contraire, il suit la proposition de son personnage lui-même, qui est de quitter l'artifice pour une forme de naturel, d'authenticité, de décor plein et de sérénité qui est liée à, tout simplement au décor des montagnes. Eh bien, il le fait. Lui aussi, il se dépouille de tous les artifices de jeu. Et son jeu consiste en un défi physique. Voilà. Marcher, grimper, faire exactement ce qu'on raconte dans le film. Le récit, c'est l'itinéraire, la trajectoire de cet homme vers les hauteurs. Eh bien, on va l'effectuer, le faire. Et le défi de chaque plan, c'est ça. Mais aussi, évidemment, de filmer la montagne, de montrer cette étendue, ce relief si particulier. Parce que c'est pas n'importe quel décor, la montagne. C'est quand même... une accrétion extraordinaire, une particularité de la Terre, un endroit tout à fait unique avec des lumières exceptionnelles. Enfin, c'est un changement total de la vision. Le regard n'est plus du tout le même. Les perspectives changent. La position de l'humain sur Terre est ressentie avec une amplification incroyable. Et c'est un petit peu ça aussi qui se passe pour le personnage. C'est un espèce de retour comme ça à une espèce de hauteur de position. Et d'ailleurs, il y a plusieurs plans qui nous montrent Chamonix vu de bas. Là, on a l'impression de très loin, comme juste une petite constellation de lumière. C'est-à-dire presque la vie courante est repoussée à des années-lumière, quoi. Elle est très loin, tout en bas, en contrebas. Et tous les petits problèmes du quotidien sont... évacuer, repousser, etc. C'est assez beau à chaque fois qu'on voit la ville et justement cette rupture qu'il a imposée, cette distance qu'il a imposée entre lui
et le reste les affaires courantes du quotidien de l'humanité, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un point intéressant, mais ce qui caractérise, je dirais, le personnage joué par Thomas Salvador, et quand on a vu aussi on peut se baser sur ses films précédents, parce qu'ils sont assez proches, il est quand même caractérisé par plusieurs choses. D'abord, alors on l'a dit, c'est un corps qui est en capacité de traverser une épreuve. Et cette épreuve, c'est celle de la montagne, c'est celle de l'ascension. Voilà. Ça, on l'a dit, c'est une première caractéristique. Il y a une deuxième caractéristique, c'est que comme il ne parle pas beaucoup. Il est peu disert, comme on dit. Il est de peu de mots, hein, et il ne dit pas grand-chose. Et là aussi, c'est une forme d'originalité, parce que dans le cinéma français, on a plutôt l'habitude de se reposer sur les dialogues. Voilà, il y a une routine des dialogues qui vont nous dire les états d'âme du personnage, qui il est, d'où il vient, tout un truc un peu explicatif, qui est une façon de décliner comme ça une fiche personnage. Lui, il s'en passe complètement. Il est silencieux, il parle pas, c'est une présence un peu butée. Je vais parler de Pierrot lunaire au début, il y a quelque chose de la pantomime, on dirait, dans le personnage de Thomas Salvador, qui fait que c'est pas le langage qui va l'aider. Et souvent, il y a une façon de parler très particulière, très caractéristique, où c'est un mot. Tac, il pose une question comme ça, il dit pas grand-chose. Merci. Voilà, souvent merci, souvent bonjour. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs extrêmement lapidaires. Donc voilà, on se débarrasse du langage. Et puis il y a un dernier élément qui pour moi est crucial, c'est la solitude. Parce que c'est ça aussi la démarche du personnage. On dit les hautes solitudes ou les solitudes escarpées quand on parle de la montagne. C'est des expressions un peu toutes faites, mais ça dit aussi que plus on monte, plus on est seul. Et c'est peut-être ce qu'il va chercher là-bas aussi, se couper du travail, du monde du travail qui n'est pas satisfaisant, les collègues, tout ça, toutes ces obligations, ce qui n'a pas de sens, quoi. On peut dire son métier d'ingénieur, etc. Enfin, alors que bon, c'est quand même pas rien de fabriquer un bras robotique, hein. Je suis pas du tout en train de dénigrer ça, mais voilà, on sent que pour lui, c'est arrivé il y a un trop plein, quoi, et que il va chercher la solitude. Et le personnage est une forme, on peut dire, une forme d'expérience de la solitude. C'est ça qui se joue. Et j'en reviens à un des courts-métrages de Thomas Salvador qui était assez programmatique sur ce plan, où on l'avait découvert à l'époque. C'est un film qui avait beaucoup tourné en festival, un court-métrage qui avait beaucoup tourné, qui s'appelle Je sors ce soir, ou en sortie, je ne sais plus exactement, il faudra que je revérifie le titre m'échappe, mais où on le voyait seul dans son appartement, en train de se préparer pour sortir, et se préparant tellement qu'à la fin il ne sortait pas, il finissait par danser tout seul dans son appartement. Et c'était très beau parce qu'il y avait un côté, c'est un récit de la solitude, quoi. Quelqu'un qui a personne à retrouver dehors, qui s'imagine presque, qui fantasme une sortie impossible, parce que quelque part il est tout seul chez lui. Et ici on retrouve ce récit, cette expérience de la solitude radicale, là, pour le coup, hein. Il s'agit de se couper. Alors on laisse les collègues derrière soi. Il y a une deuxième étape qui est laisser la famille derrière soi, parce que c'est évidemment la famille qui s'intéresse dans un deuxième temps, hein. On le voit écrire une carte postale, et puis à un moment, il y a toute la scène avec ses frères, sa mère qui viennent le chercher, quoi, qui veulent le ramener. Ils sont complètement paniqués et tout. Et voilà, c'est un petit peu le rare moment de conflit dramatique qu'on aura dans le film, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Et puis on se dit que la troisième étape avant de vraiment larguer les amarres, c'est cette petite romance qu'on sent poindre entre lui et la chef du restaurant. Là, il part et il laisse ça aussi derrière lui. Mais le film est plus malin que ça, et il reviendra à un moment. Et c'est même d'ailleurs la chose la plus importante du film, puisque c'est là-dessus qu'il va se conclure. Oui, il y a aussi le thème du réchauffement climatique qu'il aborde au début du film, justement, avec les niveaux du glacier qui tombent, oui. La roche qui éclate,
aussi cette forme qui réchauffe et qui pénètre la roche et qui la fait exploser. Ouais. On voit aussi, même quand il est en haut de la montagne, où il regarde le village d'en bas de Chamonix, ça fait penser d'ailleurs à cette forme qui bouge un peu, luminescence, qui est en fin de compte la chaleur. Il y a à la fois dans ce film le froid, mais aussi la chaleur, quoi. Il y a ces deux choses. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un effet de contraste, en effet, qui est travaillé par le film. Le chaud, le froid, et le niveau du glacier, les marques laissées par les crampons sur la roche, le simple fait qu'avant de monter, c'est intéressant aussi parce qu'il nous montre, c'est un novice, c'est un bleu au début du film. Il n'a jamais fait d'alpinisme, il dit qu'il a juste fait un peu de grimpette en salle. Mais c'est tout. Et il va nous montrer, il va accéder à la montagne comment ? Mais comme tout le monde en fait, en prenant le téléphérique, en passant par les endroits les plus touristiques. Puis on voit un peu le tourisme de masse en fait, hein, qui est un des problèmes aussi pour ces régions-là, pour la montagne et tout. C'est que c'est quand même ouvert à un tourisme permanent avec beaucoup de monde, et puis que ça abîme forcément aussi. Et voilà, il y a toutes les étapes avec les stations. Première station, le glacier, etc. On voit en effet la baisse du niveau du glacier, enfin la réduction quand même énorme, hein, parce que la proportion elle est toute petite d'après ce qu'on voit. Et puis aussi on devine les dégâts faits par l'alpinisme un peu massif, par tous ces groupes de vacanciers. Et là-dessus, le film, il est impeccable parce qu'il n'y a pas de discours là-dessus. En tout cas, il n'y a pas de façon d'appuyer la chose ou un personnage qui serait un peu revendicatif. Il n'y a pas de parti pris militant qui rendrait la sensibilisation ou la dénonciation un peu pénible pour le spectateur, comme ça peut l'être parfois, ou un peu lourde en tout cas. Ici, ça fait partie de ce décor, et c'est en nous montrant toutes ces étapes qui permettent d'accéder à la montagne, à la solitude, parce qu'au début, c'est pas le cas, hein. On prend les mêmes voies d'accès que tout le monde, en fait, hein. Il est mêlé au commun des mortels, si je puis dire. Et puis il va arriver petit à petit, mais c'est en montrant ça, simplement en le montrant, qu'il arrive à nous faire comprendre, les dégradations, l'état des choses et à quel point la montagne est marquée. Il y a même à un moment un petit dialogue assez intelligent, parce qu'encore une fois, plutôt réduit, avec l'infirmière. Là, quand il fait l'hypothermie, il voit l'infirmière, puis elle lui dit, vous savez, la montagne, c'est pas juste un bloc comme ça, c'est un feuilleté, quoi, hein, qui tient grâce à la glace. Donc tout ça, c'est aussi une façon assez subtile finalement de faire comprendre les choses. Et on disait que le personnage fait l'expérience de la solitude. Voilà, c'est une espèce de perte comme ça dans l'espace pur, dans ces hauteurs où la vue s'ouvre. Il y a la présence du ciel aussi qui est très importante. Une façon de filmer qui est assez simple elle aussi, parce que ça fonctionne la plupart du temps par plan fixe. Hein, voilà. C'est une approche comme ça assez solide. Il y a quelques rares plans au drone, à certains moments qui sont un peu spectaculaires et qui montrent des espèces de travelling un peu épiques comme ça dans les hauteurs. Mais sinon, la mise en scène est très épurée, hein. C'est quelque chose de très simple, encore une fois. Et puis, oui. Madame, je passe juste la parole. Là-dessus, en fait, c'est vrai que je me suis fait la réflexion quand j'ai vu à la fin qu'il y avait quelques plans en hélicoptère ou en drone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez démonétisées. Enfin, c'est plus aussi spectaculaire qu'il y a 40 ans. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup recours. Et il aurait pu, en fait, faire un film comme on voit certains documentaires récents qui célèbrent la beauté de la nature, mais de façon un peu emphatique, quoi, un peu lourde. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait, surtout ce passage à un moment du film où il passe du temps à filmer
les nuages en fait qui s'évaporent, etc. On a l'impression que c'est en accéléré et en fait je crois pas. Et ça donne en fait un caractère très mystérieux finalement à la montagne et moi je trouve ça très très beau parce que on n'est pas effectivement dans une approche, on va dire, purement physique, concrète. Enfin, il y a ce côté, comme tu dis, on plane au-dessus, non seulement au-dessus du monde, mais en même temps, on est dans un endroit qui est presque magique. Enfin, la suite deviendra concrètement magique, je sais pas comment dire. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est aussi que à la base de la mise en scène, il y a cette idée que ce sera toujours la proportion. Salvador, il cherche la proportion entre la silhouette humaine et l'étendue. Mais il est toujours là dans le plan. C'est toujours autour de lui et il est une sorte de témoin, en quelque sorte, le premier témoin qui nous fait entrer dans le drame. Mais chaque plan du film essaye de travailler les proportions entre lui et le paysage, entre lui et la montagne, quoi. Mais c'est toujours... son corps est toujours, en quelque sorte, notre repère, notre témoin au sens, voilà, le repère témoin, quoi. Et il travaille justement ça. Comment cadrer l'homme dans la montagne, cette silhouette. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'il s'en tient à une espèce de mise en scène non spectaculaire, ou très peu. Et pourtant, on voit la montagne. Hein, et ça aussi, c'est une forme d'économie, en quelque sorte. Une forme d'économie, une écologie du tournage aussi, parce que aller tourner dans la montagne, en petite équipe réduite, il n'y a pas besoin de construire des choses, il n'y a pas besoin de fabriquer. Le décor est là, et en lui-même, il est spectaculaire. Et voilà, il s'agit juste de poser une caméra, et c'est pas une espèce de grosse machinerie ou voilà, il y a dans la façon de tourner aussi une simple façon de miser sur ce décor extraordinaire. Et oui, et je crois qu'il y avait une. Voilà, c'était... Merci. Est-ce que pour vous, le film est une fable ? Oui, je crois. Je crois que c'est une fable. Mais allez-y, développez. Ah non, je ne vais pas développer, mais il y a juste cette idée de la lumière, en fait. Ouais. Il est plongé dans cette montagne qui est une sorte de ventre maternel, de laquelle il ressort vivant, en fait. Mais c'est un nouvel homme. Et il porte en lui cette lumière. Et cette lumière, il a la capacité de la transmettre. Et on le voit redescendre vers la ville dont il s'était éloigné. Donc il retourne vers les hommes et vers la société. Alors, voilà. Quelle fable. Bah oui, ça c'est la deuxième partie du film, hein, c'est-à-dire c'est la rencontre avec ces créatures. Comme on l'a dit, qu'est-ce qu'elles sont ? Est-ce qu'elles sont de la roche en fusion ? De quoi sont-elles faites ? Est-ce qu'elles émanent de la montagne ? Est-ce qu'elles seraient plutôt des parasites, comme le monsieur l'a évoqué, qui font écrouler les choses, ou qui redessinent un petit peu le relief de la montagne ? En tout cas, il va rencontrer l'inédit, l'impossible, les créatures fantastiques. Enfin, en tout cas, il va rencontrer, oui, je disais aussi l'esprit des lieux, peut-être. Donc, il y a évidemment une signification qui se dessine là. Alors, une fable, on peut dire une fable, il n'y a pas toujours une moralité très précise, mais une fable, c'est aussi l'envers des choses, c'est comment on passe de l'autre côté du miroir. Alors bien sûr, la montagne, c'est un décor formidable, mais c'est aussi une paroi, et il faut passer de l'autre côté de la paroi. Et en effet, c'est très juste ce que vous dites, je trouve, en tout cas je suis entièrement d'accord, quand il va essayer de pénétrer cette paroi, il y a bien sûr un sentiment utérin. C'est une fente très étroite et il est comme englobé dans ce cœur, dans ce noyau. Et plus tard, le contact avec les créatures va lui donner la possibilité de pénétrer encore plus loin. Et le glacier est comme une matrice. Hein. Il y a bien sûr quelque chose de maternel. On pourrait dire de manière assez sommaire, c'est un fantasme de retour dans le giron de Mère Nature, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est un peu ça. Je peux dire quelque chose ? Oui, en fait, au départ, je voulais juste dire avant l'évocation de la fable ou de la légende,
du conte de fées même. En fait, sur le plan cinématographique, c'est assez magique parce qu'on est toujours avec lui, on a l'impression de grimper avec lui et il nous entraîne. Et quand il disparaît dans la montagne, là, il y a un genre de rupture. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et c'est vrai qu'après, il y a tout ce phénomène de conte de fées, peut-être de merveilleux. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est pas son désir d'appartenir à la montagne qui fait qu'il pénètre dedans pour mieux la comprendre, pour la posséder un peu, hein. Et donc ce passage de je sais pas, ce qui est un peu une braise qui l'habite finalement, qui repasse dans son bras. C'est pas par hasard, parce que du bras fonctionnel, au départ, on passe au bras magique. Et il y a toute une évolution dans son personnage à lui, qui est tellement dans la montagne, dans l'infini, et qui n'est plus le petit être ingénieur qui fait partie de conférences, mais il a tellement atteint les sommets qu'il fait partie des sommets, et il est dans l'infini, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur la braise. Et est-ce que c'est des êtres magiques ? Est-ce que, comme en Scandinavie, des petits trolls enfin, il y a beaucoup de choses. Merci. Oui, je souscris à 100%. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est très juste, en tout cas, il me semble. Bon, il peut y avoir plein d'interprétations, hein, mais on tient quelque chose. En effet, les créatures, c'est l'émerveillement, c'est le merveilleux, et c'est la capacité d'enchantement aussi. Simplement traduire quel est l'attrait de cette montagne, quel est le cœur vibrant, pourquoi et il y en a plein, hein, d'alpinistes qui meurent en montagne, qui s'y blessent durement puis qui y retournent, etc. Il y a une espèce de démesure, de comment dire ça, de passion, quoi, qui s'exprime là-dedans. Et Thomas Salvador essaye de lui donner une forme, qui prend cette forme-là, la découverte d'une forme de vie inédite, qui serait, oui, une incarnation de la montagne en elle-même. Mais ce qui me semble aussi intéressant, c'est que comment prend-il connaissance de ces créatures ? C'est d'abord de la lumière qui se... Hein, on parlait de la lumière tout à l'heure, qui dessine tout un cheminement au cours du film, c'est très important. Même les lumières du crépuscule sur la montagne, qui sont mordorées comme ça, qui illuminent le plan d'une manière incroyable. Voilà, tout un parcours lumineux. Et la première fois qu'on prend connaissance de ces créatures, c'est une sorte de lumière qui circule sous la neige. Hein, on la voit bouger comme ça dans la montagne, mais il repère d'abord par la lumière. Et autre détail qui est intéressant de savoir, je pense, c'est que ces créatures ne sont pas un effet spécial numérique. Pas du tout. C'est artisanal. C'est lui qui raconte ça dans les entretiens, mais c'est intéressant de le savoir parce que c'est pas un effet spécial dessiné par ordinateur. C'est vraiment fait à la main. Hein. C'est une sorte de marionnettiste avec une matière comme ça qui est proche des couvertures de sécurité là, et avec des éclairages adéquats. Mais il n'y a pas du tout c'est pas du tout retravaillé par ordinateur. Ce qui est assez dingue parce que c'est très réussi. Moi, je trouve qu'elles sont tout à fait crédibles. Et il y a encore une fois un principe de simplicité, comment émerveiller, comment créer de l'enchantement digne d'un conte de fées, avec de l'artisanat, tout simplement. Et voilà, ça me semble être vraiment dans l'esprit du film. Et puis, on parlait justement du côté, on va dire, de la polarité féminine de la montagne, qui finit par représenter comme ça une puissance de mère nature. Enfin, la fusion, c'est le retour à un état embryonnaire pour le personnage de Pierre. Hein. Quand il se fond dans la glace, finalement, il redevient, une sorte de fœtus ou d'embryon, ou même... C'est presque un devenir lumière, on pourrait dire. Hein. Il y a quelque chose aussi de cosmique là-dedans. Ça engage avec les puissances telluriques, les puissances du cosmos.
Bon, et encore une fois, avec 3 fois rien, parce que je le dis aussi, c'est des choses qu'il raconte en entretien, mais ces scènes où son corps se métabolise en stries lumineuses, je ne sais pas comment le dire, c'est un passage intéressant, parce que le corps se dilue, le corps se décorporalise, il devient lumière, mais c'est réalisé, encore une fois, sans effet spécial numérique. C'est juste des jeux de plaques, de filtres et de paillettes qui sont disposés sur son corps qui donnent cette abstraction-là. Parce que comment décrire cette fusion ultime, ce passage de l'individu à la montagne, ce passage de l'homme à la nature, eh bien en passant là aussi de la figuration à l'abstraction. Parce que toutes ces scènes de flottement lumineux, c'est de l'abstraction. On n'est plus dans le figuratif. Ce sont juste des motifs lumineux qui dansent devant la caméra et qui sont obtenus, encore une fois, avec des techniques artisanales. Un système de filtrage, comme ça, des plaques qui sont disposées devant l'acteur et qui donnent ces effets lumineux. Mais voilà, c'est réalisé sur le plateau, si on peut dire. C'est en direct, quoi. C'est pas du tout retravaillé après numériquement. Il y a des effets numériques dans le film, mais c'est plutôt... Alors, c'est bien sûr le bras lumineux, ça c'est clair. Et la scène d'ouverture avec le robot. Le robot, c'est une création numérique. Voilà, c'est en partie numérique. Mais sinon, tout ça, toutes les scènes... dont j'ai parlé, que j'ai évoqué, ce sont des effets spéciaux artisanaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que, pour moi, là, on touche vraiment ce qu'il y a d'important dans le film, c'est que la montagne, cette fusion avec la montagne, le fait d'être accouché presque par la montagne, on l'a dit, il est rejeté comme ça, il retombe au sol tout nu comme un nouveau-né, la symbolique est remarquable. On a parlé même du milieu utérin, comme ça, des fentes de roches qui permettent d'arriver jusque-là. C'est pas sans relation avec l'histoire amoureuse. Ben oui, parce que qu'est-ce qui va se passer après? C'est que, oui. Moi, je voudrais intervenir sur ça, parce que je trouve que tout marche très bien sur cette fantasme de montagne. Je m'attendais qu'on va être beaucoup dans l'abstraction, mais quand même, je vois que cette fantasme hétérosexuel de l'amour, il arrive jusqu'à encore à la montagne. On est encore là. On voulait être loin de la société. Je m'attendais qu'on va être vraiment perdu dans la neige, mais la société, elle est partout en fait. Il est jamais seul. Moi, je n'ai pas senti qu'il est seul dans cette montagne. J'ai senti, quand c'était la rencontre avec la femme, ça commence. Et je trouve que d'une façon, pour moi, peut-être de façon un petit peu féministe, je trouve qu'il est quand même toujours, de façon psychanalytique, les bras forts de l'homme lumineux qui apporte la lumière. C'était, et la femme, elle est émerveillée quand elle voit les bras. Waouh! Ça marche, je trouve que tout est bien montré cinématographiquement, mais c'est son fantasme de la montagne mère féminine transposé dans ce film. Mais ça reste quand même dans un imaginaire très masculin. Et juste pour dire, j'ai pensé beaucoup à Cronenberg, à Shivers, quand j'ai vu la merde qui bouge, dit Shivers, Cronenberg, mais ça part pas en extrême. Oui, c'est une histoire d'amour hétérosexuel, racontée par un hétérosexuel. Ça, c'est clair, mais je pense qu'il assume cette part de son désir. Enfin, je pense que là-dessus, il y a bien sûr un imaginaire qui est très dépendant de ça. Mais comment... Oui. Oui. Le merveilleux laisse place à la société. Mais mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que on peut revenir au schéma du film, c'est-à-dire que c'est un homme qui est tenté par la solitude, mais la solitude est aussi une démesure, une forme de désintégration. C'est ce qui se passe aussi. Et peut-être que la solitude absolue, le fait de se désintégrer dans la matière et les risques que ça encourt, c'est-à-dire
l'ataraxie, le fait de vivre comme un ermite, comme ça, d'être seul sur le toit du monde, est-ce que c'est un réel accomplissement? Est-ce que finalement l'accomplissement suprême, c'est pas de quitter l'unicité pour le deux, pour être deux, quoi. Enfin, il y a une façon comme ça de basculer du 1 au 2, qui est aussi une façon dont le film nous dit, fuir dans les hauteurs, se désintégrer, qu'est-ce que ça donne? Il y a un retour à la vie, au vivant, et cette espèce de cellule fondamentale que serait le couple. Le couple. Encore, le couple, c'est une forme socialisée, mais là, le film est tellement dans des termes élémentaires, même cette histoire, elle est réduite à pas grand-chose. Et du coup, c'est une rencontre avec la femme. C'est peut-être ça aussi. Et c'est peut-être ce qu'il y a dans l'imaginaire merveilleux. Le merveilleux raconte des choses très simples. Peut-être que la fuite dans la montagne, c'est la peur de cet homme qui vit seul devant le féminin. C'est ça aussi. Et on arrive jusque-là. Et à la fin, l'accomplissement, c'est quand même une autre forme de fusion possible. C'est-à-dire simplement faire l'amour. D'en arriver à la scène où ils font l'amour tous les deux. Plus encore que de s'intégrer au glacier, je dirais ça c'est l'étape supplémentaire. Mais c'est pas pour rien qu'il avait fait un film. Alors sans doute on l'a pas tous vu ce film, je m'en doute, mais Vincent n'a pas d'écailles, j'en parlais un petit peu. C'était l'imaginaire des super-héros. Mais il y a un truc aussi dans le héros burlesque, dans le héros tel qu'il se dessine, comme ça, qui est prépubère, qui est d'avant la sexualité dans son personnage. Et tout est un espèce de cheminement, je parlais de cheminement, d'ascension, etc., pour simplement reconnaître la femme, l'approcher, la connaître, etc., et puis potentiellement fusionner avec elle. Mais il y a aussi sans doute un fond psychanalytique là-dedans, qui est élémentaire, qui est très simple, qui est sans doute pas à la pointe, je dirais, des théories gender, etc. Ça sans doute, mais qui est aussi, je pense, un truc enfantin. Je disais prépubère tout à l'heure, c'est un mot un peu, encore une fois, très technique, mais il y a un truc d'enfance aussi, d'enfance, de petit garçon qui se dessine à travers le film. Après, est-ce que le film a un discours, je veux dire, hétéronormé, je veux dire... Est-ce que vraiment il cherche à forcer un modèle? C'est ce que je veux dire, quoi. Bon. Au sommet de la montagne, il y a encore l'amour hétérosexuel. Oui, c'est un discours. Oui. Non, c'est son histoire, mais est-ce qu'il le pose comme un modèle à suivre? Absolument. Excusez-moi, ça me fait penser à Martin, le petit garçon. Moi, je m'attendais à ce qu'il écoute du rap ou quelque chose comme ça, et non. Il est en train d'écouter le chant des oiseaux. Ah ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Donc il y a toute une recomposition, une autre famille qui se dessine, quelque chose d'autre, en fait. Oui. Non, mais en plus, le film ne va pas du tout vers la reformation d'une cellule familiale. C'est-à-dire que après, il descend. Je veux dire, il ne reste pas avec elle, il ne forme pas une famille avec elle, il n'y a pas l'installation d'une... Ah ouf, on a eu peur. Mais ce serait pas très grave, d'ailleurs, s'il restait avec elle et qu'il formait un foyer. Je pense pas que c'est quelque chose de tout à fait condamnable. Mais encore une fois, faut bien regarder le parcours du film qui est différent. C'est-à-dire qu'une fois chargé de cette lumière, qui est peut-être rien d'autre que le désir. Voilà, c'est tout. Retrouver le désir. Je veux dire, dans sa vie d'ingénieur solitaire qui fait des interventions pour trouver des investisseurs, etc., il n'y a pas beaucoup de désir. Voilà. Peut-être que ce ne sont que des étapes pour retrouver cette espèce d'énergie intérieure qu'est le désir, quoi. Et après redescendre parmi les hommes. Mais peut-être aussi pouvoir, parce qu'il est un homme qui est vraiment sans pouvoir, et quand il retourne avec les bras, c'est juste une nouvelle forme de pouvoir. Mais sans pouvoir, oui. Ça dépend de quel pouvoir on parle, parce que socialement, il avait l'air de plutôt bien gagner sa vie. Ça parle d'être, on parle du pouvoir. Quel pouvoir? Pouvoir masculin, puissance. Attendez, juste je vous avec passe le micro. Qui c'était vous? Simplement, à la fin, son désir, c'est l'envie de vivre, comme un homme chez les humains, et voilà. Et c'est tout. Il n'a pas envie ni d'une femme, ni de je ne sais quoi. Il a envie de revivre.
C'est pour ça qu'il redescend. Ouais. Mais le film s'arrête juste avant. Hein. Voilà. Non, et simplement pour dire que cette lumière, c'est pas forcément un pouvoir. En tout cas, le film n'en parle pas comme un pouvoir, parce qu'elle ne lui permet pas de faire quelque chose d'extraordinaire. En fait, il n'en fait rien. C'est juste une lumière, voilà. Et il y a quelque chose de métaphorique. Bon, moi, je vois ça comme le désir. Pour moi, par la lumière circule le désir. Le corps est pas régénéré, mais il est rechargé de quelque chose, une espèce de potentiel, d'une lueur, quoi. Mais voilà. Mais c'est pas un pouvoir au sens où il serait plus fort que les autres, ou il aurait des capacités supérieures, etc. Pas du tout. Sauf peut-être d'éclairer la chambre la nuit. C'est pratique. Mais bon. Oui, mais oui, de faire exciter la femme. Mais je crois que on n'a pas fini avec ce débat, mais bon. Apparemment, tu disais qu'il y avait beaucoup d'interprétations possibles sur ce film, non, c'est ça? Donc en voilà une. Voilà. En voilà une, ouais. Mais bien sûr, je veux pas plaquer mon interprétation. Il y en a plein, et on peut trouver que c'est sans doute trop enfantin ou un imaginaire de petit garçon, etc. Mais c'est vrai que déjà c'est un garçon, quoi. Donc il peut. On va rayer de la liste, de toute façon, une quantité de films qui datent depuis un siècle, qui parlent de ça, je sais pas. Oui, non, mais après, il y a clairement une facture de conte aussi, hein. Ça participe puis ça mêle plein de choses. Il y a du conscient et de l'inconscient. Enfin voilà, il y a plein de couches. Mais le film ne nous engage pas trop à. J'ai l'impression à essayer de fouiller dans le millefeuille, encore une fois, comme je reprends l'image de la montagne qui est une sorte de millefeuille, mais j'ai l'impression que dans la façon dont il se développe, il vise plutôt des entités élémentaires, des espèces une épure qui fait des personnages, même pas des personnages à vrai dire, mais des figures, des silhouettes en quelque sorte. Hein. Pierre, c'est pas un personnage très développé, c'est plutôt une figure, un trait comme ça, une ébauche, une épure. Il n'y a pas de profondeur psychanalytique vraiment très fouillée. Il y a un aspect philosophique important quand même avec l'homme fini et l'homme qui aspire à l'infini. Ouais. Donc je crois qu'il y a tout cet aspect-là qu'il faut aussi peut-être voir en même temps que le conte de fées. Ouais, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, oui. L'homme par rapport à l'étendue. Qu'est-ce que l'homme fini par rapport à l'infini? Ça, c'est tout le motif un peu cosmique du film, ou tellurique ou cosmique, qui se dessine. Mais oui, bien sûr, ça, c'est une dimension qui est assez bien menée et qui, encore une fois, se déploie avec des éléments très simple, très modeste. Et moi, c'est ce côté-là que je trouve vraiment intéressant dans le film. C'est comment parler d'infini, comment atteindre l'abstraction, comment décloisonner un récit avec des éléments très simples, un donné de la nature, un site qui est celui de la montagne, et comment à partir de là, un homme, la montagne, et puis après des personnages secondaires, parce que le film n'est pas non plus binaire. Il y a toute la scène avec le guide, par exemple, où à un moment il y a un guide qui vient chercher une espèce de camaraderie qui s'installe entre les deux, c'est assez marrant. Il y a plein de petits moments comme ça aussi qui réintroduisent du multiple. Mais c'est assez beau aussi dans le mouvement du film, le fait que on ne peut pas se satisfaire d'une solitude absolue, mais que quelque part il faut redescendre à un moment vers l'incomplétude et l'espèce de recherche de fusion à deux, quoi. Voilà, c'est pas mal aussi ce mouvement-là, je trouve. Voilà. Bon, je sais pas si. Mais est-ce que ça vous a plu au moins? Bon, très bien. Écoute, merci beaucoup Mathieu. Juste pour dire qu'on se retrouve le mois prochain sur le film. Donc il y a eu la bande-annonce sur le film Tar. Je sais pas comment on prononce, mais enfin voilà. Oui, Tar. Alors là, c'est très différent.
C'est un portrait de chef d'orchestre joué par Cate Blanchett. Et c'est un film assez intéressant d'un Américain, un réalisateur américain qui s'appelle Todd Field, qui a aussi une carrière d'acteur, qui n'a pas réalisé beaucoup de films, c'est son 3e. Mais c'est un film à la fois très impressionnant de par l'ampleur de la mise en scène, qui est assez précise, stricte, et aussi par le personnage qui brosse. Alors, une chef d'orchestre qui est la meilleure de sa génération, qui dirige le Philharmoniker de Berlin, et qui est tellement dans le contrôle que le film va aller chercher la faille au cœur de ce personnage, qui est une sorte de génie institué. Mais qu'est-ce que c'est que l'institution du génie et à quel moment le socle se fracture? Voilà, ça va être toute la question du film qui est reliée aux réseaux sociaux, à la cancel culture, etc. C'est très intéressant de voir comme ça le génie craquelé. Voilà, donc si ça vous tente, Tar, c'est un film... la date, je ne sais plus. C'est en mars, c'est dans le programme, vous allez sur le site internet où vous prenez les programmes à l'entrée, vous aurez toutes les infos. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous et merci pour toutes vos questions.